Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de ce nouveau numéro de votre émission Le Scanner. Mettre la jeunesse au service du développement humain, social et économique. Voici le cœur de l'action de Fadel Abbassi. Il incarne une nouvelle génération active sur le terrain, en passe de prendre le relais d'une autre génération, cette incontournable, qui agit davantage au niveau institutionnel. Pourquoi avoir choisi la jeunesse comme champ d'action? Quelle est la place qui sera réservée aux jeunes lors des législatives de 2023? Voici les questions auxquelles va répondre notre invité Fadel Abbassi. Bonjour, merci de prendre le rendez-vous. Bonjour Monsieur Sergino, merci pour l'invitation. Pour faire le débat avec moi, je serai en compagnie de mon confrère Adam Pétenon. L'ami Adam, bonjour. Bonjour Sergino Lokoso. Merci à Fadel Abbassi qui a accepté notre invitation. Fadel, bonjour. Bonjour. Oui, ma première question, c'est de chercher à savoir, quand on parle de Fadel Abbassi, est-ce que c'est un cadre? Est-ce que c'est un administrateur? Est-ce que c'est un acteur politique? Est-ce que c'est un homme de la société civile? Nous avons la chance d'être tout ça, chacun. Nous sommes d'abord des citoyens, donc à partir de là, un citoyen est d'abord un acteur de la société civile, étant partie intégrante de la population. Après, nous avons, suivant différents chemins que chacun prend, on peut se retrouver un peu plus sur un aspect politique ou un peu plus sur un aspect purement administratif, mais comme j'aime bien le dire, tout dépend, la casquette qu'on peut porter dépend du sujet qui est là et de la personne qui nous pose des questions. Donc oui. Aujourd'hui, je suis là en tant que Fadel Abbassi en entier. Oui, mais les internautes sont des hommes au pluriel. Quelle est cette casquette que vous aimeriez beaucoup plus vendre? Citoyen engagé au service du pays, tout simplement. Vous êtes à la base de plusieurs initiatives, on va dire, qui visent la promotion de la jeunesse. Entre autres initiatives, il y a le concours, la dictée du président. Comment se porte aujourd'hui la dictée du président? Merci pour cette question. Bon, c'est vrai, c'est la plus emblématique de nos activités. Et c'est toute une équipe. C'est une ONG qui fait toutes ces activités. C'est toute une équipe. Déjà pour la 3e édition de 2022, nous étions 542 jeunes, 542 personnes, et on a 95% de ces personnes qui ont moins de 40 ans. C'est pourquoi je dis on est purement porté par des jeunes. Et on a fait 179 arrondissements du Bénin, 66 communes et les 12 départements. Donc avec 3294 enfants qui ont participé au concours de dictée de cette année à la base. Donc, par rapport à la 2e édition, il y a eu une grande progression d'au moins 40% en plus par rapport aux enfants qui ont participé. Donc, le concours de dictée se porte très bien. Nous sommes présentement dans les préparatifs justement pour la 4e édition, dont les inscriptions vont commencer probablement le mois prochain, en novembre. Donc, quand on parle de cette initiative que vous avez portée, il y a également les Jeux Terracom. On a bien envie d'en savoir. Bien sûr. Les Jeux Terracom, c'est ce que j'aime bien appeler avec mes camarades, c'est ce que nous aimons bien appeler les Olympiques, les Olympiades du Bénin et la Coupe du Monde. Coupe du Monde parce que nous avons 32 équipes de football qui participent. Et ça se passe à Parakou et à Tchaourou, parce qu'on exploite les deux terrains qu'il y a là. Et les équipes qui participent sont des équipes qui viennent d'un peu partout. C'est-à-dire, oui, il y a une forte concentration d'équipes à Parakou et Tchaourou, mais on a des équipes qui viennent d'autres communes, comme Kandi, comme on a eu Perere aussi, on a Ndali évidemment. Donc nous avons pas mal d'équipes qui participent pour ce qui est du football. Pour les autres activités, il y a les jeux intellectuels, donc le Scrabble, le Sudoku, la dictée évidemment, des concours de mathématiques. Et pour la partie jeux sportifs, en dehors du football, on a aussi le basket, le handball et les disciplines individuelles, l'athlétisme. Et donc, vous voyez, c'est vraiment un ensemble de choses. On a aussi des jeux culturels, hein, donc, comme la lutte traditionnelle, le jeu de Awale, qu'on connaît sous de Hadji. Et cette initiative, cette année, ça va faire 13 éditions. Donc, ça fait 13 ans qu'on est en train de faire ça.
Et bon, vous savez, rien n'est parfait. Chaque fois, on essaye de s'améliorer. Et nous essayons de faire de notre mieux, mais ça ne peut pas se faire sans tous les acteurs. Je veux dire, un tournoi n'est pas possible sans les arbitres. Vous voyez, pour légitimer un tournoi, les résultats, vous avez forcément besoin des arbitres. Vous avez besoin de la police pour assurer la sécurité, ne serait-ce qu'en termes de dissuasion. D'accord? Donc, c'est vraiment un ensemble de choses, et même de nos bonnes dames qui viennent vendre ce qu'elles ont préparé au bord du terrain. On a besoin de tout ça parce que si les spectateurs ont faim, il faut qu'ils aient de quoi manger en même temps sur place. Donc, oui, après ces années d'expérience, quel bilan à l'actif de Fadel Kabassi, ou bien quel bilan on peut faire de ces différentes initiatives que vous avez prises au service de la jeunesse? De notre point de vue, le bilan est globalement satisfaisant, puisque, comme je disais, ce sont des initiatives portées par uniquement des jeunes. Nous avons de temps en temps des personnalités qui nous appuient, qui contribuent financièrement, puisque c'est une ONG, pardon. Et nous essayons à chaque fois de nous améliorer. Ce que nous faisons qui fait peut-être un peu la différence, c'est que avant de commencer, nous impliquons tout le monde. On essaye d'obtenir les recommandations, les conseils, on essaye de tirer les leçons de ce qui n'a pas marché convenablement à l'édition précédente pour essayer d'améliorer ça. Mais vous savez, ce qu'on fait, ce n'est pas que pour la jeunesse classique, comme on dit. Nous, on travaille beaucoup avec les enfants, parce que pour nous, c'est l'essentiel. Les enfants sont moins problématiques que les plus grands, d'accord? Les enfants, ils sont heureux de se sentir concernés, ils sont heureux qu'on se préoccupe d'eux, ils sont heureux de voir qu'il y a des personnalités, des grandes personnes qui se déplacent pour venir les voir. Nous, ça seulement, c'est déjà une grande motivation, une grande satisfaction pour nous. Il y a également d'autres actions que nous faisons pour des personnes plus âgées, mais sur lesquelles on ne communique pas trop, parce que à partir du moment où ce sont des choses qui touchent un peu la dignité humaine, nous estimons que communiquer sur ça, c'est pas nécessaire. Le plus important, c'est que les personnes qui sont impactées par ces aides ou ces actions sociales que nous faisons, qu'elles en soient satisfaites. Et pour le reste, voilà, on n'a pas besoin de faire de la... C'est mon point de vue, c'est le point de vue de toute l'équipe avec laquelle je fais ça. On n'a pas besoin de mettre la caméra sur les difficultés des gens. Oui, mais pourquoi vous investissez aussi tant sur cette couche? Parce que vous avez parlé des enfants, de la jeunesse, des adolescents, et ne pas mettre la caméra sur les personnes vulnérables, les vieux peut-être. C'est pourquoi j'ai parlé de dignité. Vous savez, lorsque une personne est souffrante et que ce dont elle a besoin, c'est des médicaments, ou une personne est handicapée, ce qu'elle a besoin d'obtenir, c'est peut-être une canne ou bien un fauteuil roulant, on n'a pas besoin Le plus important, c'est que l'action, c'est d'agir. D'accord? Parce qu'on ne va pas lui dire, bon, mettez une pause à votre douleur, le temps d'aller chercher, d'aller organiser. Non, on n'a pas le temps de faire ça. Il y a également, on essaye de faire des levées de fonds. On a eu des cas où des bébés ont besoin d'intervention chirurgicale, où les parents n'ont pas les moyens. Donc on s'engage nous-mêmes directement à solliciter des dons. Et tant bien que mal, on mobilise ce qu'on peut. Et voilà, on a pu, grâce à ça, il y a 2 ans, je peux dire, on a contribué à sauver la vie d'un bébé de 6 mois qui avait une maladie cardiaque et qui a dû aller en France pour se faire opérer, rester là-bas 6 mois suivi. Et puis aujourd'hui, elle va très bien, elle se porte bien, elle grandit bien. Donc on est toujours en contact avec les parents pour s'assurer que ça va, en fait. Oui, quelle est la finalité de toutes ces actions que vous menez sur le terrain? Bon, vous savez, mon engagement, mon implication sociale, ça date de, je pense, peut-être du primaire. Je veux dire,
c'est ma nature qui est comme ça. D'accord? Je pense, hein, depuis que je suis au primaire, j'ai toujours été avec les gens. J'ai toujours... enfin, je dirais que j'ai pris très tôt conscience des différences qu'il pouvait y avoir entre les situations, les conditions matérielles des gens. J'ai pris très tôt conscience du fait que, bien que en ce moment-là, mes parents n'étaient pas nécessairement les plus nantis, j'avais pas de la difficulté. Manger n'était pas une préoccupation pour moi. Mais quand à côté de ça, d'autres avaient cette préoccupation ou d'autres n'étaient pas sûrs de pouvoir manger le soir, et que ce sont vos amis, vos camarades, vous jouez au foot ensemble, mais à la fin du jeu, chacun prend son chemin, mais pas avec la même... rentrer n'était pas aussi aisé pour tout le monde, parce que moi je rentrais, j'avais pas à me demander si j'allais manger. Ma préoccupation c'était de quelle manière mes parents allaient me taper parce que je suis rentré plus tard et tout. Mais eux, leur préoccupation c'était probablement est-ce que je vais trouver quelque chose à manger. J'ai fait l'école publique au primaire, Siké Nord, à Guédiawaye, et je me souviens encore que bon, contrairement aux autres, moi j'avais la chance d'avoir une maman qui, quand j'étais sage, me faisait un petit sandwich qu'elle me mettait dans mon sac. Mais j'étais pratiquement l'un des seuls à avoir ça. Donc, face à ça, vous prenez très vite conscience de certaines choses et vous apprenez à partager. Vous apprenez que, bon, Dieu a voulu que vous soyez là. Maintenant, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous faites de ce dans quoi Dieu vous a mis? Est-ce que vous gardez pour vous ou bien vous faites preuve de générosité comme Dieu a fait preuve de générosité en vous donnant ses aptitudes ou ses conditions et vous partagez autour de vous? Parce que ça commence par là. Si vous n'êtes pas capable d'aider, d'être utile à votre voisinage, un jour vous serez dans des problèmes. En résumé, Fadel était un homme social depuis le bas âge. Je pense que j'ai toujours été comme ça. Et je me souviens que ça a toujours été aussi une crainte pour mes parents. Parce que pas une crainte dans le sens négatif du terme, mais une crainte dans le sens, bon, voilà, notre enfant, quand on lui donne quelque chose, on ne voit pas ce qu'il fait avec. Parce que si c'était qu'il devait acheter, je sais pas, quelque chose, on le verrait. Mais l'argent finit, mais on ne voit pas ce qu'il fait avec. Et donc, leur préoccupation était que je ne puisse pas faire la part des choses, qu'à un moment donné, que je ne puisse pas avoir une bonne conscience financière pour ne pas mettre en péril mes propres revenus. Et voilà. Mais, bon, je pense, hein, je crois qu'aujourd'hui, ils ont moins cette crainte-là. Pour nous, d'observateurs, vous posez ces actes, vous menez ces différentes actions pour grimper dans l'estime du peuple et pour au final demander leur soutien pour les éventuelles joutes électorales, si en temps on était sur la liste pour les législatives à venir, ou pour d'autres élections. Vous savez, je n'avais pas conscience, je ne peux pas dire qu'ils ont tort, je vais m'expliquer. Je n'avais pas conscience de tout ça au primaire. Je veux dire, pour moi, je faisais des choses par instinct. Bon, après, vous apprenez à vous connaître et ensuite vous essayez de voir de quelle manière vous pouvez impacter le mieux possible. Et je pense que pour ceux qui nous apprécient aujourd'hui, ce n'est qu'une conséquence de l'engagement social que nous avons depuis très longtemps. Et d'aucuns, et c'est normal, hein, vous savez, quand les gens s'impliquent, les gens peuvent être des sources, comment dire, peuvent avoir un engagement social opportuniste, ce qui est, c'est normal. Il y a des gens qui sont comme ça. D'autres se servent de leur engagement social pour aller vers des actions politiques pour impacter réellement. Pour moi, c'est pas ça le plus important. Le plus important, ce sont les bénéficiaires. C'est comme si on me disait, quelqu'un a volé de l'argent, mais l'argent qu'il a volé, ça a servi à aller acheter du riz, qu'il a donné du riz à un orphelinat.
oui, lui, on va l'arrêter. Mais pour moi, la finalité, c'est que ces enfants-là ont mangé. Grâce à lui. Vous voyez? Je ne dis pas que toutes les raisons sont bonnes, toutes les raisons sont trucs là, mais je dis juste que les gens font ce qu'ils ont à faire. Le plus important après, c'est qu'ils assument les conséquences de ce qu'ils ont fait. S'ils ont mal fait pour pouvoir répondre à ce besoin-là, ils vont en assumer les conséquences. S'ils ont bien fait, ils sont pas allés contre la loi pour atteindre cet objectif, c'est tant mieux. Ils vont pouvoir continuer. Et puis, vous savez, l'estime, ce n'est que vanité. D'accord? Ce n'est que vanité. C'est une bonne chose. Ça flatte l'ego et tout, mais c'est fluctuant. Aujourd'hui, on peut vous estimer. Une petite rumeur peut circuler demain et puis, bon, tout ce que vous avez fait pendant des années, les gens oublient ça. Ça efface. C'est le cas chez vous? J'ai la chance pour l'instant de ne pas avoir cette situation, mais je ne parle pas que de moi. On vit dans un environnement où il y a des gens qui ont toujours fait de bonnes choses, en tout cas de mon point de vue, de loin. Et il suffit d'une ou deux rumeurs, on les accuse à tort ou à raison de quelque chose. Et du jour au lendemain, ces mêmes personnes qui les appréciaient, ça s'arrête. On dit non, mais il est mauvais, il devient le diable en fait. Et c'est dommage, mais ça fait partie de la vie. Il revient à chacun de nous de faire preuve de courage et de résilience. Ça, c'est son épreuve à lui. Bon, je ne sais pas si ce sera une épreuve pour moi aussi demain, mais je veux dire, ce sont des choses qui existent, il faut en prendre conscience. Nous allons rentrer de plein pied dans la politique pour aborder votre militantisme politique. Vous disiez tout à l'heure, en off, que vous êtes membre fondateur du parti Bloc républicain. Nous sommes à quelque part des législatives. La Sénat a déjà appelé le calendrier électoral. C'est la course contre la montre au sein de différentes formations politiques. Et comment le BR se prépare aux législatives? Bon, comment le BR se prépare? C'est une question philosophique, ça. Oui, je suis membre fondateur du Bloc républicain. Initialement, membre très actif de l'ex-alliance ABT, pour laquelle j'étais le trésorier général de la jeunesse. Nous sommes actuellement dans le Bloc républicain de plein pied, d'accord, et j'ai aussi la chance d'être membre du bureau de l'organisation de la jeunesse du Bloc républicain, l'OJBR, et au sein du bureau, je joue le rôle de délégué départemental pour le Borgou. Ensuite de ça, j'ai la chance d'être également membre du sous-comité jeunesse et emploi, du sous-comité jeunesse et emploi, du comité jeunesse, emploi, sport et loisirs qui travaille avec le bureau exécutif. C'est pour vous dire que je suis pleinement engagé à l'intérieur du Bloc républicain et aussi à l'extérieur à travers les activités de notre ONG. Et comment le Bloc républicain se prépare? Ben, actuellement, vous savez, c'est ceux qui sont intéressés ou ceux qui ont été intéressés à poser leur candidature à la candidature ont fait les démarches qu'il fallait pour déposer leur dossier. Donc, je pense que présentement, on est au traitement des dossiers. Le Bloc républicain en a reçu combien? Oh, je ne sais pas, je peux pas dire ça. C'est resté quand même assez, c'est très professionnel, hein. Ça a été. Très professionnel ou bien c'est comme un couvent? Non, est-ce que c'est un couvent? Je pense pas. Je pense dans l'ordre normal des choses, lorsque les gens postulent pour quelque chose, il faut avoir la discrétion nécessaire pour recueillir les dossiers. Et ensuite, c'est pas tout le monde qui peut traiter les dossiers, sinon on va pas s'en sortir. Donc la première étape est qu'il y avait une équipe qui recevait les dossiers, circonscription électorale par circonscription électorale. Donc, je pense tout le monde, on s'assure que tout est correct. En tout cas, c'est ce que je sais. On s'assure que tous les documents sont complets, tout a été fourni. À partir de ce moment-là, bon, on reçoit une preuve de dépôt de dossier. Donc, il y a de la transparence au niveau du dépôt. Ensuite, nous savons, en tout cas, ça a été ce qui a été fait chez moi à Tchaourou, par exemple. On fait des réunions
pour savoir déjà en amont qui est intéressé à aller déposer. Et nous avons des structures. Moi, je suis membre de la sous-section du Bloc républicain de mon arrondissement à Tchaourou. Donc, qui est intéressé à déposer, à être candidat? Est-ce que vous avez ce qu'il faut? Est-ce que vous êtes porté par les membres du bureau? Donc, j'ai eu cette chance-là aussi. Donc, je pense qu'ailleurs, ça a été la même chose. Je pense. Je ne sais pas. Je pense que vous avez déposé? Moi, personnellement, oui. Moi, j'ai déposé. Et donc, à l'étape actuelle, ça va être le traitement. Mais le traitement ne saurait se faire sans les informations que nos décideurs ont de la réalité du terrain. D'accord? Sans non plus les différents engagements que nos décideurs ont pris, à savoir, vous savez, au Bloc républicain, c'est le parti des jeunes, des femmes. Donc, on a un objectif de 30% dans tout ce que nous faisons, 30% de jeunes, 30% de femmes, dans tout ce que nous faisons. Donc, moi, je leur fais confiance. C'est ça aussi, le respect des instances d'un parti sérieux. Ils vous font confiance aussi. On verra, j'espère. Parce que sur le terrain, on vous voit souvent. Non, vous savez, des actions. C'est une chance quand même pour le parti. Oui, mais attention. Ce qu'on voit n'est pas nécessairement ce qui est. D'accord? Depuis plus de 10 ans, vous êtes... Oui, ça, je ne vais pas prendre mon cas particulier pour généraliser. Parce que là, je pense que je vais profiter de l'opportunité pour faire un plaidoyer pour tous les jeunes, n'est-ce pas? Ce n'est pas nécessairement ce qu'on voit qui est. Vous avez beaucoup de jeunes, parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais vous les voyez systématiquement à toutes les activités, systématiquement faire de la mobilisation. C'est un engagement, ça. Et ça, il faudrait pouvoir prendre conscience de ça. C'est pas parce que vous êtes la presse, vous savez que la presse a aussi un coût. Il y a beaucoup qui font des actions, qui font des activités, mais n'ont pas les moyens de faire venir la presse, de communiquer. Mais le plus important, c'est que les instances du parti soient informées. Le plus important, c'est que quand ils font ces activités, qu'ils invitent par exemple l'OJBR, et nous, on essaye, avec notre petit budget presse, en tout cas d'appuyer. Qui peut s'égaler à Fadel Kabassi en termes de mobilisation, de militantisme, de la jeunesse dans la 8e circonscription électorale? Non, c'est une question. Non, je ne veux pas aller... Non, on est nombreux. Fadel Kabassi, vous êtes nombreux. On est nombreux, nous sommes pas mal de jeunes. Non, pas nécessairement. Vous savez, moi, comment dire, il y a des domaines qui m'intéressent. Et qui intéresse la jeunesse aussi. Ce sont sur ces domaines. Et cette jeunesse accompagne. Oui. Vous devenez en ce temps le leader? Le facilitateur. Je dirais ça comme ça. D'accord. Non, attention, parce que on peut avoir une idée. Tous les jours, on se lève avec des idées. Mais combien concrétisent? Aussi, pour concrétiser, vous ne pouvez pas faire ça seul. Vous êtes obligé de vous associer. Donc, si vous n'avez pas un esprit fédérateur, rassembleur, vous n'avez rien à faire là. Vous voyez? Donc, c'est le travail qu'on fait. Si vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de vanité, vous n'irez jamais loin en politique, même dans la vie en général. Donc, on est nombreux. On peut être très méritant et ne pas avoir été choisi par le parti pour des raisons purement stratégiques. On ne sait pas. Peut-être qu'on sait que positionner un Fadel, ça peut, comment dire, impacter positivement une frange. Mais positionner un Fadel suppose ne pas positionner telle personne. Or, cette personne, si on ne la positionne pas, sa capacité de nuisance peut être énorme. Donc, le parti analysera tout ça et verra quel genre de compensation. Vous voulez dire que votre homo Fadel aussi a déposé les dossiers? Non, Fadel Aboubakar, vous voulez dire, n'est-ce pas? Non, Fadel Aboubakar, on est tous de la même équipe. Comme je dis, je suis pas allé déposer... J'ai décidé seul d'aller. Non, pas du tout. On est tous de la même équipe. On a convenu de quelque chose. On a dit, bon, on pense que pour l'instant, celui qui pourrait rassembler le plus, qu'on pourrait tous accompagner, ça va être toi, en ce qui concerne notre arrondissement. Donc, nous, on veut que ce soit toi qui dépose. Fadel est dans la même équipe que moi. Donc, pour l'instant, on est tous... Vous êtes porté par l'équipe? Bien sûr, on ne peut pas être seul.
Surtout pas en politique. Oui, mais Fadel, quand on parle du bloc républicain, c'est également l'actualité au sein du parti. Et quand on parle d'actualité, c'est les démissions, les adhésions. Ce qui a beaucoup plus frappé, c'est le départ des gros cylindrés. Est-ce que ces démissions n'ont pas affecté un peu le parti en matière de préparation ou de préparatifs de ces législatives? Bon, à mon avis, ce n'est que mon avis, une fois de plus. À mon avis, c'est une question de communication. Souvenez-vous, en 2016, nous étions tous en train de nous préparer pour les élections présidentielles. Moi, au niveau du ministre d'État Abdoulaye Biotchane, avec tous mes autres camarades, quand même, beau soir, on a vu 3 logos, n'est-ce pas? FCBE, RB et PRD. Mais ce soir-là, ça a été une douche froide pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en matière de communication, c'était super réussi. Il n'y avait rien de mieux pour décourager le camp adverse. Mais il faut avoir l'esprit solide pour pouvoir faire face à ça. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Nos leaders, nos décideurs, nos candidats d'alors ont su quel genre de réponse donner à ça pour galvaniser davantage les troupes. Parce que moi, à mon niveau, personnellement, j'étais presque abattu parce que dans le temps, j'étais presque seul à tenir la lanterne ABT à Tchaourou dans un contexte FCBE. Avec son leader fort. Bien sûr, avec mon papa Yaïmouni. Et vous savez, ce n'est pas du tout évident. Un président de la République, sa commune, et vous décidez de prendre un chemin inverse, sachant la proximité également familiale avec le régime d'alors. Donc, c'était pas du tout évident, mais... C'est pas gagné d'avance. Pas du tout. Mais nous avons fait un score honorable dans le temps et qui a contribué à nous amener ici. Donc, vous voyez, en matière de communication, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est pas ce qu'on voit qui est nécessairement ou qui va tout changer. Oui, qu'est-ce qui est? Dites-nous ce qui existe. Ce qui est, c'est que c'est totalement normal. C'est pas la première fois qu'à la veille d'élection, nous avons des entrées et des sorties. C'est pas la première fois. Maintenant, il y en a qui communiquent beaucoup plus sur les sorties. C'est normal, c'est de bonne guerre. D'accord? Pour déstabiliser l'adversaire. Comme vous communiquez également sur les adhésions? Oui, mais est-ce qu'on communique autant sur les adhésions que les autres? C'est tellement qu'ils ont adopté, ils ont respecté leur stratégie de communication. Vous avez adopté votre stratégie de communication. Peut-être pour de leur côté, ça a été plus... Lorsque vous faites une cérémonie d'adhésion et qu'à chaque fois qu'il y a 10 personnes qui adhèrent, vous faites une cérémonie, vous pouvez donner l'impression d'être quelqu'un qui fait adhérer tous les jours. Mais lorsque vous faites une cérémonie d'adhésion, il y a 1000 personnes et vous faites ça une fois tous les 3 mois, on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas d'adhérents. Vous voyez? Donc, tout est une question de communication, c'est psychologique. Et moi, ça ne me fait pas du tout... Je n'ai pas de crainte par rapport à ça. C'est totalement normal. Ces sorties et ces va-et-vient vont forcément donner place à des positionnements, des guerres de positionnement. Quel est peut-être le mécanisme que le BR met en place pour gérer ça aussi, c'est légitime. Vous voyez, il y a des gens qui ont un objectif et pour eux, c'est ça ou rien. Moi, de ma petite expérience, en politique, on ne peut pas aller quelque part dire c'est ça ou rien. Ça veut dire qu'on n'est pas encore un bon politique. Parce qu'on peut ne pas obtenir quelque chose à titre personnel, à titre individuel, mais obtenir beaucoup pour le groupe. D'accord? Supposons, moi, Fadel, j'ai posé ma candidature, on ne me désigne pas. Est-ce que parce qu'on ne m'a pas désigné, je vais commencer à faire du bruit ou autre? Non, jamais. Je donne l'exemple de 2020 pour les élections communales. Personnellement, on m'a dit, écoute, il faut que tu sois candidat. Mais
j'ai réfléchi, j'ai dit non, je ne suis pas la meilleure personne pour ça. Mais je travaille avec une équipe, dont Fadel. D'accord? Ma négociation était simple. J'ai dit, ok, moi, si je ne vais pas, qu'est-ce que je peux avoir en retour? Quelle concession vous pouvez me faire? Parce que je travaille avec une équipe. Et il y en a dedans qui sont réellement intéressés par ça. Je dis, ok, c'est comme ça que de négociation en négociation, j'ai pu obtenir 3 places. D'accord? Donc, même si à un moment donné, je me disais, bon, peut-être que ce serait bien que je fasse cette expérience et tout. Je savais au fond de moi que je ne pourrais pas donner le meilleur de moi à ce niveau-là. Donc, est-ce que parce que moi, ça ne m'intéresse pas, je laisse tomber? Non. J'ai toute une équipe avec laquelle je travaille, donc je négocie. Et eux, ils étaient très satisfaits. D'accord? Ils étaient très satisfaits et on a tous fait ensemble l'expérience. Ça a eu les résultats que ça a eu, mais au moins, on n'est pas resté inactif. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, dire que c'est ça ou rien ou autre, ça ne marche pas. C'est pas bon en politique. On peut obtenir beaucoup d'autres choses, on peut négocier et voilà. C'est ce que nous préconisons dans tous les cas. Donc, si on prend le groupe de Fadel, on retient que vous préconisez le groupe et non l'individu. Bien sûr. Sinon, vous savez, bon, ça c'est connu, hein, seul on peut aller vite, mais ensemble on peut aller loin. Ce qui me préoccupe... Mais après l'expérience de 2019, l'expérience de 2020, l'expérience de 2023 qui s'annonce, si entre-temps, l'expérience on doit toujours considérer que c'est le groupe qui décide et si en temps on ne prenait pas Fadel Kabassi, qu'est-ce qui va se passer au sein de ce groupe? Le groupe va toujours garder cette confiance? En 2019, en 2019, il y a eu tentative juste ou bien... Oui, le groupe avait souhaité que qu'on dépose notre dossier en 2019. Par la suite, en fonction des échanges avec certains décideurs et autres, et tenant compte du contexte à ce moment-là, il a été jugé utile pour le groupe. Il a été jugé utile que je ne dépose pas ma candidature au niveau du parti. J'ai respecté cette décision. D'accord? J'aurais pu m'entêter à aller, puisque les dépôts sont individuels, j'aurais pu m'entêter à aller le faire. Mais j'ai respecté la décision du groupe. Et je pense que c'est tout ça qui a permis au groupe de rester ensemble et même de se renforcer en 2019 et aujourd'hui. Aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai eu la chance d'avoir eu à nouveau la confiance du groupe. Et cette fois-ci, le contexte ne m'empêchait pas de déposer ma candidature. Et donc, j'ai déposé cette candidature-là. On verra maintenant ce que les instances du parti feront. Et voilà, moi je vais simplement... il y a la discipline de groupe. Vous savez, il faut... on a beaucoup de choses à faire. On n'est pas nécessairement obligé d'être quelque part pour avoir un impact. C'est vrai que la position de décideur ou telle position peut amplifier l'impact. Mais les tests de votre parti quand même vous accordent large marge de manœuvre. Oui, nous accordent, mais on n'est pas sans des décideurs. Il y a la question... Est-ce qu'on décide sans la jeunesse? Est-ce qu'on décide sans la jeunesse? Est-ce que le BR décide sans la jeunesse? Ça m'étonnerait, parce qu'on a au moins l'écoute de tous nos dirigeants. Et je pense que c'est la première chose. Vous êtes animé par un sentiment d'optimisme par rapport à... Oui, vous savez, si on ne peut même pas vous écouter, que pouvez-vous faire? Rien. Mais au moins, nous, chez nous, dans notre parti, et je ne pense pas que les autres partis aient une organisation de jeunesse structurée comme chez nous.
à moins que je me trompe, ou qu'ils soient en train de préparer ça, je ne sais pas, parce que, bon, mais on nous écoute, nous faisons des propositions. Maintenant, ces propositions sont prises en compte? Justement, un conseiller, c'est quoi? Lorsque quelqu'un vous donne un conseil, vous avez 3 options. Soit vous l'écoutez et vous suivez les recommandations, soit vous prenez ça en compte partiellement, soit vous ne prenez pas ça en compte. Mais la décision vous revient et vous assumerez les conséquences de cette décision. Donc, si les décideurs estiment qu'à ce moment précis, stratégiquement et autres, il ne faut pas écouter ces recommandations de l'OJBA et autres, il n'y a pas de problème. Nous, on va prendre acte. On fera ce qu'on aura à faire, mais les résultats nous donneront raison ou tort. À supposer que Fadel Kabassi a été écouté, il est candidat sur la liste du PR. Quelle sera l'offre politique que vous allez proposer à votre circonscription électorale ou votre contrat de législature? Ok. Comme je dis, Fadel Kabassi n'est pas seul. Fadel Kabassi travaille avec toute une équipe, respectant les idéaux du bloc républicain, respectant comment dire, on peut pas agir au nom du bloc républicain sans respecter la ligne du bloc républicain. Sinon, ça ne marche pas comme ça. Quelle est cette ligne? Les idéaux du parti, faire l'autonomisation des jeunes, d'accord? Et ça s'est matérialisé. Sinon, on n'aurait pas une organisation de la jeunesse. D'accord? L'autonomisation des jeunes qui passe par beaucoup de choses. Emploi, entrepreneuriat, sport, loisirs, beaucoup de choses comme ça. D'accord? Et pour ce que nous, on est en train de faire, on va simplement amplifier. Je veux dire, avec une casquette supplémentaire de député, je pense qu'un député, sa première force, c'est sa capacité à faire du lobbying, d'accord, à faire un plaidoyer pour attirer le regard de grands décideurs sur une situation précise. Donc, sur les questions d'éducation, aujourd'hui, je pense qu'on a fait un chemin quand même assez important sur les questions d'éducation à la base et même d'éducation au niveau des plus grands, des adultes. D'accord? On a fait un chemin suffisamment important pour que cette fois-ci, une fois député, qu'on attire plus d'attention sur ça pour impacter plus de personnes. Oui, on ne va pas réinventer la roue. Oui, en termes statistiques, quel est l'objectif du bloc républicain pour cette échéance que ça nous... Tout parti qui se respecte cherche à avoir le contrôle de l'Assemblée nationale. Donc, on souhaite être les premiers. Il y a pas... Et on travaille pour ça. Vous pensez que vous avez les armes nécessaires pour y arriver? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui joue en votre faveur? Je vous ai dit déjà, la population béninoise est jeune, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, ces jeunes-là sont tous plus aguerris, plus au fait de l'évolution du monde qu'il y a 10, 15, 20 ans. D'accord? On ne peut plus se mettre devant ces personnes, leur dire n'importe quoi. Vous n'auriez même pas fini que quelqu'un aurait déjà vérifié sur Google et vous dit non, ce que vous dites là, c'est faux. Donc, on n'a pas affaire à des gens qui ne réfléchissent pas. D'accord? Donc, nous, aujourd'hui, ce qu'on veut leur offrir, c'est ce qu'on a fait. C'est du concret. On a déjà fait quelque chose avec beaucoup de personnes. D'autres camarades dans d'autres circonscriptions électorales font aussi ces choses. On va simplement leur dire, mais en nous donnant plus de force, vous nous permettrez d'aller plus loin dans ce qu'on est déjà en train de faire, qui est de votre quotidien, dont l'impact est concret pour vous. Oui, mais en termes de stratégie, dans ces calculs, dans ces statistiques, on constate quand même que tous les partis de la mouvance ne pensent pas à l'existence d'une opposition, d'une stratégie d'aller contrer l'opposition, mais beaucoup plus la guerre s'est concentrée entre partis de la mouvance. La guerre, bon, est-ce que c'est une guerre? Est-ce que c'est une guerre? Bon, pour moi, c'est légitime. Je dis, chaque parti aspire, sinon pourquoi c'est un parti politique? Chaque parti aspire à être le meilleur et à exercer la fonction suprême.
Ça, enfin, si vous avez un parti politique qui vous dit non, bon, moi je fais ça juste pour, enfin, pour exister, enfin, ce serait hypocrite. Non, un parti politique veut aller aux élections, veut gagner les élections, peu importe lesquelles, qu'elles soient locales, communales, législatives ou présidentielles. D'accord? Ça, c'est le leitmotiv premier de tout parti politique. Donc, il faut minimiser tous les autres cas en face. Pas minimiser. Vous savez, il y a deux approches. Soit, c'est comme quand vous jouez au foot. Soit vous vous concentrez sur ce que l'adversaire fait pour développer votre jeu, soit vous imposez votre jeu. D'accord? Et vous êtes suffisamment sûr que votre jeu est bon pour vous faire gagner. Moi, je suis de l'approche de me concentrer sur ce que je sais faire le mieux et avancer. Maintenant, si les autres ont du retard, je n'ai pas à me préoccuper de ça. Ils sont en retard? De mon point de vue, oui. La machine électorale est lancée, la Sénat est à pied d'œuvre pour faire son travail. L'instrument qui arbitre ces élections, c'est la liste électorale. Il y a des gains de tours qui sont notés, il y a des inquiétudes qui sont notées par différents acteurs de la société civile. Par exemple, il y a Jean-Baptiste Elias qui a demandé un audit de la liste électorale. Il y a récemment les évêques du Bénin qui ont appelé à une élection transparente, démocratique et tout. Quel est votre commentaire, vous autres? Non, à chaque veille d'élection, en tout cas depuis que moi j'en suis conscient, à chaque veille d'élection, on nous parle de la liste. On nous parle de l'audit de la liste. On nous parle d'élections transparentes et tout. C'est normal. C'est totalement normal. Que des évêques souhaitent que des élections soient transparentes et autres, que ça se fasse en paix, dans la paix et tout ça, c'est totalement normal. D'accord? C'est ce qui est recommandé. Ils sont dans leur rôle de pacifistes et de pacificateurs ou d'entités qui alertent l'opinion sur telle chose. Ah, attention, il faudrait faire ce qu'il faut pour ne pas déborder. C'est totalement normal. Sur la question de la liste, de mon point de vue, nous n'avons aujourd'hui, je doute que qu'il y ait une liste précédente qui soit meilleure à ce que nous avons aujourd'hui. J'en doute. Pourquoi vous le dites? Parce qu'il y a eu plein d'opérations avant, d'enrôlement, le RAVIP, ainsi de suite. D'accord? Et la liste informatisée aujourd'hui, comment dire, on a beaucoup plus d'outils, on a toute une structure, la NIP, c'est-à-dire c'est tellement mieux organisé aujourd'hui en amont que dire que la liste est mal faite ou autre, honnêtement, ça m'étonnerait. Je ne dis pas que la liste serait parfaite. Encore que ce sont des hommes. Ce sont des hommes, c'est l'outil, c'est la technologie. Voilà, je ne dis pas que la liste est parfaite, mais je dis que la marge d'erreur, le taux de défaut est beaucoup plus faible cette fois-ci que cela l'a été les autres fois. Donc, après, pour les questions de paix, de transparence, tout dépend de l'attitude de chaque acteur politique. Il ne faut pas être des vats en guerre. Il ne faut pas se mettre... en tout cas, ce n'est pas dans ma nature, commencer à insulter telle ou telle personne. Non, ça ne sert à rien. On insulte lorsqu'on n'a rien à vendre. Parlant de paix, vous avez organisé en 2021 une assise dans votre commune d'origine, Tchaoro, assise de la jeunesse. Aujourd'hui, un an, plus d'un an après, qu'est-ce qu'on peut dire de cette assise-là? Bon, déjà, c'était pas gagné d'avance parce que nous étions un certain nombre de personnes qui avions pensé que ce serait bien, après les tragiques événements qu'il y a eu, que ce serait bien quand même qu'on s'asseye entre jeunes, qu'on se dise des vérités, qu'on se dise que ce qui se passe entre nos papas, ce n'est ni de notre faute et ni notre problème. On n'a pas à se mêler de ça. On n'a pas porté pour nos papas les petites bagarres qu'il y avait entre eux. Nous, on a nos propres défis, les défis de notre temps. Et c'est ça qui devrait nous préoccuper. C'était le message principal. C'est pourquoi ça s'est fait sous le thème paix et développement à Tchao. Et vous auriez remarqué que
même pour financer ça, ça a été exclusivement des dons de jeunes. On a fait une collecte assez large, d'accord, pour financer ça. Il y a eu beaucoup ça a été du bénévolat, beaucoup se sont donnés et on a également fait ça de manière large sans tenir compte des colorations politiques des uns et des autres. Maintenant, si on regarde de façon plus un peu à la loupe, il y avait un présidium de 5 personnes et au niveau de ce présidium, moi j'étais rapporteur, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'étais le seul de la mouvance à être au présidium. D'accord? Les 4 autres étaient soit FCBE, soit démocrates dans le temps. Et c'est quelque chose qui s'est bien passé. Bon, on a pris des décisions, au moins la première décision, c'était quand même de ne plus rien faire qui pourrait compromettre la commune, sur les aspects de violence ou de ne vraiment plus être des vecteurs de violence. Ça, c'était unanime. On a dit, nous, ça ne nous regarde pas. On doit se concentrer sur l'avenir de notre commune, sur notre avenir. Donc, on n'a pas fait de la bagarre, on doit s'organiser entre nous. Donc, ça a été la première chose. La deuxième chose a été de créer ce cadre d'échange-là, de concertation entre nous, entre les jeunes, peu importe les bords politiques, pour pouvoir faire avancer les choses dans la commune. Et à ce jour, ça marche quand même assez bien. On se parle tous, on échange et on fait relativement la part des choses quand même. Donc, il faut vous rassurer que les démons de 2019 ne vont plus revenir en 2023. Oui, oui, définitivement. La violence est... Oui, je pense que, en tout cas, de tous ceux qui... Oui, on a compris beaucoup de choses et je pense que j'ai assez confiance en mes autres frères et sœurs et je ne pense pas qu'ils s'engageraient dans quelque acte de violence à l'avenir. Le temps est parti très vite, nous sommes pratiquement à la fin. Quel est votre mot à l'endroit de cette jeunesse? Déjà, merci pour cette opportunité de dialoguer avec vous. Pour la jeunesse, c'est simple. Hein. Nous sommes jeunes aujourd'hui, mais vieux de demain. Donc, être jeune n'est pas un visa. Je veux dire, c'est un privilège du moment que nous avons. D'accord? À nous de savoir comment on l'exploite pour être de meilleures personnes chaque jour que la veille. Et ce que la jeunesse devrait faire, c'est de se concentrer sur ses compétences. Développer une compétence, avoir quelque chose à vendre, en dehors du fait de dire nous sommes jeunes. Être jeune, ce n'est pas une fin en soi. D'accord? Donc, c'est ce que j'ai à dire comme mot de la fin, que nos aînés puissent également nous faire confiance aux compétents parmi nous, à ceux qui peuvent faire le travail. Voilà. Merci. Chers internautes, à l'instant, nous avons écouté Fadel Kabassi. Avec lui, nous avons fait le tour d'horizon de l'actualité socio-politique de notre pays, le Bénin. Restez des nôtres pour le prochain numéro.